Bonjour à tous, nous voilà en direct. Nous sommes le lundi 15 juin 2020. Aujourd'hui, je reçois Max Rebaud. Max est un batteur, percussionniste, mais également chanteur, compositeur, arrangeur et interprète. Il va nous parler donc de sa passion pour le rock, mais pas uniquement, car c'est un artiste complet. Il a également créé un groupe qui s'appelle The Stalls, il nous en parlera également. Et Max, je suis très heureux de le recevoir car c'est vraiment une personne qui a su se renouveler, se réinventer à travers le temps. Donc merci à celles et ceux qui sont déjà présents et je vais tout de suite envoyer une invitation à Max, quoique il me l'a déjà envoyé. C'est parti. La connexion est encore mes plates excuses pour cette impondérable technique. On réajuste le tout. Bonjour Max, Bonjour. comment ça va? Eh ben, ça va super. Et vous? Moi, ça va super bien. Je suis Ouais. victime de petits problèmes techniques Instagram. Je ne suis pas le seul, mais bon, tout va bien. Bon, Le au, plus au moins important, ça c'est que vous êtes... marche. Ça marche bien pour vous? Moi, ça marche très bien. Je vous entends parfaitement. Le Wi-Fi est impeccable, donc tout va bien. Impeccable, wonderful, ça fait plaisir. Mais merci vraiment d'avoir accepté l'invitation et Et merci c'est également avec. à celles et ceux qui sont présents et qui vont nous accompagner durant cette heure d'interview. On apprendra à vous découvrir ou peut-être vous redécouvrir, diront certains. Et j'en suis ravi en tous les cas. Eh Bon. ben, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, je disais en intro, mon cher Max, vous me corrigez. J'ai dit Max Rebaud est un batteur, percussionniste, mais également chanteur, compositeur, arrangeur et interprète. Et qui en plus est passionné de rock et est à l'origine justement de la création du groupe. Est-ce qu'on dit The Stalls? C'est bien ça? C'est Votre accent est parfait. C'est exactement ça. Merveilleux, c'est bon. J'ai répété, je me suis dit, bon, allez, tu l'as refait moins crispé, ça va le faire, tout va bien. Et pour commencer, j'aimerais vous demander, Max, comment allez-vous en cette période de post-confinement? Très important de savoir comment vous allez justement en ce moment. Eh ben, je suis un peu tout excité. C'est-à-dire que ça y est, c'est la fin du confinement. Ce n'est pas la fin du virus, bien entendu, Oui, mais c'est une fin de confinement. Donc, c'est-à-dire un petit bout de liberté récupéré. Euh, j'ai respecté soigneusement le confinement. Donc du coup, je vous avoue que ressortir, boire un verre en terrasse avec mes amis et même pouvoir reparler, avoir des rendez-vous business, etc. C'est très agréable. Il était temps. il était temps, je suis entièrement d'accord avec vous, parce que nous savons que le monde du spectacle, les intermittents, c'est la problématique, hein, malgré les directives et les décrets qui ont été prononcés et votés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les directeurs de théâtre sont tributaires de cette distanciation sociale. Comment faire quand on a une salle de 20 000 places, une pensée pour l'Accor Hotel Arena, au même titre que le Trianon ou d'autres salles? Il faut Tiens, condamner pratiquement un fauteuil sur deux, à droite, à gauche, à l'avant et à l'arrière. Donc on perd en jauge plus de 70% de spectateurs, c'est compliqué. c'est très dur parce que en fait la production, le coût de production en fait à la fin la rentabilité est du niveau zéro parce que en plus de ça, faut rajouter en plus des gestes barrières, faut aussi rajouter tous les équipements comment dire hygiéniques, enfin d'hygiène. Donc les gels, les masques, le personnel comment dire de nettoyage. Enfin c'est tout un imbroglio, j'ai envie de vous dire, Oui, pour utiliser un terme que j'utilise jamais. c'est pas mal. Ça passe crème, comme dirait ma nièce. Tonton, ça Oh passe super. crème. Tout va bien. Oui, c'est vrai que c'est important parce que vous parlez de rentabilité. C'est vrai qu'une salle, il faut le dire, hein, il y a ce qu'on appelle des coûts fixes et des coûts variables. Les coûts fixes, ben, c'est à la fois les factures, hein, EDF, l'électricité, les salaires, et les coûts variables, ben, tout ce qui vont être liés justement à la protection ben, du public, donc les gels hydroalcooliques, tout le parcours à revoir, le marquage au sol, tout ça c'est un coût et c'est vrai que bon, ça va être compliqué. Mais j'ai espoir et j'ai foi justement en toutes ces grandes salles et ces organisations pour permettre aux artistes de rayonner à nouveau et je suis convaincu que ça va aller dans les prochains mois. Je suis Ah un oui, j'en suis sûr. optimiste. Oui, oui, j'en suis sûr. Même si c'est vrai que pour rien de vous cacher, je pense que pas mal de musiciens, notamment, je parle en tant que musicien, mais il n'y a pas que les musiciens, bien entendu, mais je pense que pas mal de musiciens vont être en reconversion professionnelle, malheureusement, parce que ces derniers mois ont été compliqués. Il y a plein de musiciens qui ne sont pas intermittents du spectacle, qui sont professionnels, mais sans être intermittents, donc qui ne rentrent pas dans cette année blanche. Donc du coup, ça risque d'être très, très, très compliqué pour eux. Oui, c'est une pensée Voilà. pour tous les artistes qui vivent de leur passion ou qui vivaient de leur passion, c'est triste à dire, mais on le Ouais. voit avec tous les commerces qui ferment, les emplois justement qui disparaissent et bien évidemment cette courbe du chômage qui ne cesse
qu'augmenter. Le président disait, nous sommes en crise, nous sommes en guerre, et c'est vrai que cette crise sanitaire, malheureusement, n'a loupé personne. J'aimerais quand même amener une transition, si je puis dire, justement, mon cher Max, et vous demander, il est de quelle région, Max? Où a-t-il grandi? Parce que je suis curieux et j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Si ce n'est pas indiscret, bien évidemment. Alors, c'est pas indiscret du tout. J'ai grandi en région parisienne, en banlieue parisienne, notamment dans l'Essonne pendant des années. Avant, j'habitais à Arcueil dans le 94, et là aujourd'hui j'habite à Épinay-sur-Orge dans le 91. Très bien. Et quand on est là-bas, quand on grandit là-bas, est-ce qu'on grandit seul ou avec des frères et sœurs? Alors, j'ai eu des frères et sœurs, mais le souci, enfin j'ai des frères et sœurs toujours, bien entendu, mais le souci c'est qu'ils sont beaucoup plus vieux que moi et ils n'ont pas habité avec moi quand j'étais dans l'Essonne. Donc j'ai un peu grandi qu'avec des amis. J'ai un peu D'accord. grandi dans ma cour de récré, quoi. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été un peu on va pas dire le pourri gâté, mais le dernier, donc forcément celui qui a récolté un peu tout ce que les autres peut-être n'ont pas eu, ou est-ce que c'était équitable, si on peut le dire comme ça? Alors, vous avez dit un terme qui était pourri gâté et ça me colle parfaitement. Ok, Je dois hashtag, avouer. on assume. Voilà, j'assume tout. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être totalement honnête. Oui, j'étais pourri gâté. Alors, ma famille, enfin, c'était pas Byzance non plus. On ne roulait pas sur l'or, mais j'ai manqué d'absolument rien, ni d'amour, ni de jouets, ni de tout ce que vous voulez. En fait, tout ce dont a besoin d'un enfant pour bien grandir et être épanoui. Je partage vos valeurs, notamment sur transmettre son amour à ses enfants. Je pense que c'est la plus belle des richesses. Et quand on l'a vécu, on peut en témoigner, et vous en témoignez justement. Et vos parents, justement, que faisaient-ils dans la vie, si on peut leur rendre un hommage, un petit clin d'œil, justement? Bien sûr. Alors, ma mère elle est secrétaire en mairie. D'accord. Donc elle est notamment chargée des commissions de sécurité, etc. Et mon père est coach de basketball. Oh, donc du coup, on a la partie administrative d'un côté, donc très carré, et puis la partie dépenses physiques avec le papa. Donc C'est ça. fan de Bon, basket, fan de sport, un sport en particulier, non? en fait, là, vous me voyez pas en entier, mais effectivement, je suis pas vraiment fan de sport. Oui. J'aime beaucoup la musculation, donc j'en fais. Mais je suis très fan de golf, qui est un sport un peu inaccessible. Mais je suis très fan de golf et du basket, pas trop en fait. J'ai pas trop plongé dedans, alors que j'étais entouré de ça toute ma vie, enfin toute mon enfance, quoi. Comme quoi, on n'est pas toujours influencé par ce qui nous entoure. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, votre singularité. Donc au final, ça marche. Voilà, c'est le plus Pas très important. bien. Et la question suivante, justement, est un peu liée. Est-ce que souvent on dit que les parents, quand on est enfant unique ou le seul enfant restant à la maison, ont parfois des prévisions et vous poussent à aller dans certaines directions. Est-ce que vous avez eu, vous, justement, cette pression, pour ne pas dire, ces quelques indications des parents disant, bon, avec tes frères, ça n'a pas marché, mais par contre, avec toi, on aimerait que ceci, que cela, ou est-ce que peut-être Max a eu l'occasion d'exprimer très tôt ce qu'il voulait faire et dire non, moi je souhaite aller dans cette direction. Alors en fait, j'ai eu une chance incroyable d'avoir des parents. J'ai toujours cette chance-là d'ailleurs. J'ai encore la chance d'avoir mes parents. J'ai eu une chance incroyable d'avoir des parents incroyables. Ça fait beaucoup de choses amazing, mais Pour les mais parents. voilà, un gros cœur pour les parents. En fait, parce que tout simplement, mon père a eu une éducation de par sa mère qui était formidable, qui était de si tu veux faire comment dire, si tu veux faire du basket, tu feras du basket, mais par contre tu vas te bouger et tu vas le faire à fond. Et du coup, ils m'ont donné toutes les cartes pour que je puisse tous les codes pour que je puisse faire de la musique, c'est-à-dire que je suis allé j'ai fait ma seconde, je devais rentrer en première L à l'époque. Et en fait, je découvrais que, souffrant à l'époque de phobie scolaire, en plus, je voyais que c'était pas pour moi l'école et que l'envie de faire de la musique, je gagnais déjà un petit peu d'argent en faisant de la musique au lycée. Oui. Donc du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est totalement ça. Et ils m'ont dit, bah très bien, mais par contre, tu fais pas de la musique n'importe comment, donc on va t'inscrire dans une école de musique. Donc j'ai fait une école de musique privée et au final, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont encouragé jusqu'au bout et ils m'encouragent encore aujourd'hui. Même s'il y a des moments où forcément quand on est musicien, il y a 2 semaines où on va pas travailler, il y a 3 mois où on va travailler, et les 2 semaines où on va pas travailler, on va être complètement down en se disant que on n'est pas fait pour ça et qu'on travaille plus. Mais en fait, ils sont là justement à nous dire mais non, regarde tout ce que tu as déjà fait, regarde tout ce qui va t'attendre et tout ça, c'est super. Donc non vraiment, mes parents ont été exemplaires. Ça Je c'est souhaite à tout le monde d'avoir des parents comme ça.
Ça fait du bien à entendre justement, pardon, je vous ai interrompu, parce que ça rajoute justement par rapport à l'amour que vos parents vous ont transmis, et ça se ressent quand vous le dites, on sent un témoignage justement comme un retour, un remerciement de, voilà, effectivement j'en suis là, mais c'est grâce à vous. Mais est-ce que vous diriez que durant votre enfance, par rapport à cette phobie scolaire, j'ai noté justement, vous étiez plutôt timide, introverti, vous n'arriviez pas à exprimer certaines choses. Ça m'intrigue justement par rapport à ce mot phobie scolaire. Bah, en fait, c'est assez. Alors c'est particulier de revenir là-dessus parce que je crois que j'y suis jamais revenu une seule fois en interview, mais ça me fait plaisir Ah, de le faire. Non, non, mais ça me fait très plaisir de pouvoir le dire parce qu'au final c'est un peu une revanche sur la vie parce que en fait quand j'étais petit je souffrais beaucoup déjà de ma couleur de cheveux qui est roux et vous savez à quel point les enfants peuvent être cruels entre eux. absolument. Bon, il s'avère que j'étais quand même un grand gabarit déjà, donc on m'embêtait pas trop. Mais du coup, il y avait plein de choses qui rentraient en contexte, la pression des autres, le, le, être face à son propre échec, et du coup, l'échec, moi, me détruisait complètement quand j'étais au collège, notamment. Et je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être la musique, véritablement. Ça m'a permis de m'exprimer et pas une seule fois j'ai fait un concert en me disant, comment dire, en fait, pas une seule fois j'ai fait un concert en traînant les pieds entre guillemets. À chaque concert, c'est pour moi le dernier, donc je le vis comme le dernier, je le vis à fond, et du coup, je vois la différence de quand j'étais gamin, et, où je me disais, bah, quand j'étais en classe, je ne parlais pas, j'étais tout timide, je levais la main, mais vraiment, quand j'étais sûr de moi à 100%, et encore j'étais en sueur, quoi, j'étais en sueur de bafouiller, de trucs, de machin. Donc du coup, ça m'avait provoqué de la dyslexie que j'ai encore un petit peu aujourd'hui. Et forcément, c'est assez traumatisant. L'époque collège, lycée, c'est l'entrée en vie, c'est toujours un peu compliqué quand on est un gamin fragile. Et du coup, Max, est-ce que ça a eu, et je m'arrêterai là en tous les cas dans les questions qui peuvent effectivement amener à réfléchir et bousculer certaines périodes de votre vie, mais est-ce que ça a eu des répercussions au niveau académique et scolaire justement? Est-ce que vous aviez plutôt bon élève? Est-ce que votre timidité vous a joué des tours? Vous n'arriviez pas à suivre? Est-ce que vous avez quand même pu tenir bon, entre guillemets, votre collège au niveau académique? Alors, j'étais pas un très bon élève, mais j'étais pas un mauvais du tout. D'accord. Je m'accrochais au maximum. Je j'écoutais pas mes petits camarades qui voulaient m'entraîner dans leur magouille de sécher les cours, de trucs de machin. Ouais. J'ai jamais séché une heure de cours au collège Très quand bien. j'étais petit. Voilà. Et je le dis et je le redis, il faut pas sécher. Bon, après, j'avoue qu'au lycée, c'était une autre paire de manches, mais je savais déjà ce que je voulais faire. Mais Oui. disons qu'au collège, vraiment, je faisais les choses bien. Mes parents, si je faisais mal les choses, mes parents, croyez-moi que ils étaient derrière moi pour me dire ce qui allait pas. Mon père a toujours eu une éducation très stricte à ce niveau-là, et c'est normal. Je dirais que c'est très bien d'ailleurs que nous ayons, en tous les cas vous et moi, eu ce type de parents qui savaient nous rappeler à l'ordre, ne serait-ce que, je pense, par un regard, justement. On savait qu'il y avait quelque chose qui clochait et qu'en rentrant à la maison, il faudra en tous les cas rendre des comptes. Voilà, je m'arrêterai Ah oui. là. Je Non mais vous partage. avez, j'ai jamais su mentir ni à mes parents ni à qui que ce soit, et quand j'essayais de mentir à mes parents, oh bon Dieu. Je pense que oui, on s'en souvient encore. Moi, pour ma part, je m'en souviens encore. J'en ai encore des frissons. Ça, c'est fait. Du coup, mon cher Max, justement, le collège donc va se dérouler. En troisième, ne dit-on pas, il y a les fameux vœux de troisième à formuler. Est-ce qu'à ce moment-là, vous savez un petit peu comment vous projeter par rapport aux études, puisque vous m'avez parlé d'une seconde, d'une première L. Est-ce que vous avez été jusqu'au bac? Quel a été votre parcours scolaire justement dans sa globalité? Alors en fait, je suis allé jusqu'au début de la première, donc je suis arrivé en première, mais je n'ai pas fait mon année de première. Je suis allé directement en école de musique, donc dans Très une bien. école privée qui s'appelait le CFPM, qui D'accord. était un cursus de 2 ans qui équivaut à 7 ans de conservatoire, si vous voulez, à peu D'accord. près. OK. OK, OK. Donc c'est très chargé, c'est vraiment, je crois que c'était 30 heures par semaine, et c'est beaucoup de cours, de théorie, de pratique, et euh, et voilà, et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et c'est vous qui avez entrepris cette démarche ou est-ce la musique qui est venue à vous, cette école de musique? Comment ça s'est peaufiné tout ça justement? Parce que 2 ans de cours pour condenser cette année, je veux dire, il faut être doué
quelque part, je pense. On n'est pas là par hasard. Alors, c'est vrai, donc j'avais déjà commencé la musique avant. J'ai commencé la musique, c'était en 2007, je crois, Ok. si je me souviens bien. Et j'ai monté mon groupe à cette époque-là d'ailleurs. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours un peu cette fibre musicale qui était en moi, et j'avais vraiment très envie de faire des concerts, de profiter un maximum du public, de la sensation que ça faisait d'être sur scène, etc. Et je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais être bloqué à certains niveaux, notamment au niveau de la théorie. Je pourrais pas avancer, je pourrais pas lire de partition, je pourrais pas composer comme je voulais si j'apprenais pas un autre instrument, si j'étais pas, parce que quand on est batteur, c'est plus compliqué. Donc si Oui. j'apprenais pas un autre instrument, si j'apprenais pas à lire la musique, donc au final, c'est venu assez naturellement. Mes parents m'ont effectivement dit qu'il fallait que j'en fasse une, mais j'étais de toute façon parti pour. Donc elle est venue comme ça en fait. Je suis juste allé visiter quelques écoles un peu partout en France, et au final, c'est une à Montrouge qui a retenu mon attention. D'accord. Merci pour ces précieuses informations. Comme ça, on comprend un petit peu justement la transition. On dit souvent en sociologie qu'il y a une passerelle à créer pour éviter le trou noir ou la page blanche, comme diraient les écrivains. Et Ouais. j'aimerais vous dire juste avant ça, Max, de passer à la question suivante. Il y a un joli message qui est arrivé disant un coucou de Londres, mais également un certain Van de Gries qui dit: je ne sais pas si c'était un bon élève, mais c'est un super musicien. Voilà, le message est passé. Eh ben, Merci. merci beaucoup à lui. C'est adorable. Ça fait du bien. Il rajoute même à l'instant, c'est en direct, ben écoutez ce qu'il fait, vous verrez qu'il est doué. Écoutez, j'en suis convaincu pour ma part, j'ai pu apprécier quelques justement vidéos et notamment sur YouTube entre autres et je dirais que ça fait du bien. Mais je vais vous le dire en conclusion d'ailleurs d'interview, le bien que j'ai ressenti, parce qu'on dit que la musique justement c'est quelque chose qui, sans les mots, arrive à nous, comment dirais-je, traverser, justement nous toucher. C'est cet art justement qui arrive à, on fait silence, on écoute et on ressent des choses, voilà. Et après, on arrive C'est ou pas à mettre des mots. Et ça, vous avez su provoquer cela en moi. Je vous le dirai à la fin, justement. Quels donc, étaient, mon cher Max, les artistes, vos idoles? Puisque forcément, ado, au lycée, même à l'école de musique, on a quand même grandi en écoutant peut-être tel artiste, tel genre de musique. Qu'est-ce qui vous berçait? Est-ce que vous aviez des posters collés, le Star Club Magazine? Qui est Max, justement, dans la musique enfant? alors, quand j'étais enfant, tout naturellement, en général, quand on est enfant, on se dirige pas vers des musiques dites pointues, c'est-à-dire pas trop le jazz, etc. Ah oui, Il y a vraiment deux styles prédominants quand on est en général au collège, c'est soit le rap, donc la musique urbaine, soit le rock. oui, Donc je vous laisse deviner vers où je me suis dirigé. le Euh, rock. C'est-à-dire le rock, voilà, bien joué, bravo. En fait, comment dire, euh, tout de suite, j'ai écouté ce qu'écoutait mon père. Donc, D'accord. c'est-à-dire AC/DC à fond, toute la journée. Et je ne jurais que par ce groupe. Pour moi, à cette époque-là, même tous les autres groupes ne valaient rien d'autre, ne valaient rien, pardon, par rapport à AC/DC. J'avais un esprit fermé parce que c'était AC/DC. Après, je me suis ouvert musicalement. J'ai un peu, comment dire, j'ai un peu évolué et j'ai écouté des trucs un peu plus pop. Là, par exemple, je vois un commentaire Anna Montana. C'était une série. Je sais pas si vous Oui, connaissiez ça. ah, mais j'assume, voilà, j'assume. J'avais même la carte de membre du club Dorothée. Ça, c'est dit, je vous laisse Bon, la bah parole. voilà. Voilà. Mais Non, mais libre à c'est vous. clair. Grand bien vous passe. Non, bah ouais, bon, bah, Anna Montana, forcément, c'est parce que ça a bercé mes années collège, mais ouais, AC/DC, les Rolling Stones, forcément, tous ces groupes un peu pointus. Et c'est plus tard, en fait, que je me suis intéressé aux groupes un peu moins connus. Donc là, je vais vous parler chinois, mais il y a des groupes comme Black Stone Cherry ou, euh, ou bon, si Alice Cooper, à la limite, je pense que voilà, ça c'est assez populaire, mais il y a des groupes un petit peu plus cherchés, que j'ai écoutés et, et du coup, ouais, là vraiment, c'était mes idoles. Et aussi, alors qu'au collège, personne ne l'aimait, mais moi, c'était mon idole absolue, Johnny Hallyday. Oh, Et je vais même vous dire, ça a toujours été, depuis ma tendre enfance, mon rêve de jouer avec lui un jour. ah, Ça ne se réalisera donc jamais, ouais. mais c'était un rêve de gamin de musicien qui a appris à jouer de la batterie grâce à ses musiques. Merci pour cet hommage et ce clin d'œil, Max,
un grand homme justement de la chanson, Johnny Hallyday. Il y a eu un hommage aujourd'hui d'ailleurs dans le journal télévisé que j'ai pu apprécier, où ils lui ont rendu hommage en chantant, je ne sais plus, l'envie d'avoir envie, je ne sais plus, je dois me tromper de titre, mais on nous a rappelé gentiment aujourd'hui qu'il y a un grand monsieur qui nous a quittés en effet et qui s'appelait et qui est et restera Johnny Hallyday parce que les lettres de noblesse, ne dit-on pas, ne s'effacent pas. Ça, c'est très important. Vous m'avez dit côté musique, ce que vous écoutiez, j'ai bien noté AC/DC, quelques autres groupes dont vous disiez dans le langage chinois qu'effectivement, je ne connais pas, mais merci que de me donner en tous les cas quelques références à suivre ou à découvrir. Et quelles étaient vos séries justement à l'époque? Beverly Hills, Harley Cœur à vif, quelles étaient les séries que vous regardiez? Ou peut-être pas du tout télé en fait, puisque l'école de musique était déjà là peut-être aussi. Alors, j'avoue que j'étais pas hyper passionné par la télé, mais je regardais les chaînes qu'on regarde quand on est au collège, c'est-à-dire les Gulli, les Disney Oui, Channel, etc. Donc j'étais très fan d'Anna Montana, j'assume amplement, vraiment, parce que je suis toujours très fan. Mais après en série, je regardais pas beaucoup. Après si les séries un peu mainstream comme Malcolm à l'époque ou Ma famille oui, d'abord, ce genre de séries quoi. absolument. Là, d'un Voilà. coup, j'ai des yeux qui ont fait oui, tout à fait. Ça, Je c'est du comprends. lourd. C'est du lourd. Merci, Max, pour ce retour, ce feedback dans le temps. Avec grand Il y plaisir. a, voilà, j'irai sur YouTube tout à l'heure regarder un peu si je chope quelques séries. Et il y a Cynthia. Merci, Cynthia, qui nous rappelle. Oui, Johnny, c'est son anniversaire aujourd'hui. Cynthia, on vous remercie pour cette confirmation. C'est ce que j'aime justement dans les lives, cette synergie avec tous ces éléments factuels pour nous permettre d'étayer et d'appuyer nos propos. Ça fait du bien. Justement, en intro, mon cher Max, je disais justement que vous êtes à la fois musicien, chanteur, mais vous êtes aussi à l'origine de la création d'un groupe, The Stalls, justement, et j'aimerais citer entre autres un clin d'œil à Tim, Paul et Pierre, je crois, qui Ouais, vous accompagnent, parce que je dis souvent qu'il faut citer les gens pour leur rendre hommage, c'est très important. bravo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la création de ce groupe et comment ça vous est venu justement à l'idée? Alors, comment ça m'est venu à l'idée? En fait, bah, c'est ce que j'ai créé en tout premier. Je savais qu'il me fallait un groupe, sachant que dans le rock en général, c'est plus des groupes qui percent. Donc je savais qu'il me fallait un groupe. Et à l'époque, on s'appelait les Remix Stones, parce qu'on faisait Ok, que des reprises. bien. Voilà, des reprises de. On est vraiment un groupe de collège, quoi. C'était un groupe vraiment de potes. Et tout le line-up a changé. Hein. Tous les membres ont changé à part moi. Parce que certains, comment dire, voulaient se diriger vers autre chose que la musique ou quoi, ou qu'est-ce. Oui. Et en fait, du coup, ouais, c'est venu d'une envie commune avec un ami qui s'appelait Clément à l'époque, de créer quelque chose, de se rebeller entre guillemets, sans que ce soit vraiment une rébellion bien précise. C'est-à-dire qu'on n'était pas à prendre des pavés, à les jeter dans les vitres. On était plus un groupe à proposer au collège de faire un concert de fin d'année ou ce genre de truc. On était dans la bienveillance. Hein, on était vraiment dans le partage avant d'être dans la rébellion. Vous voyez. Mais ce qui est top, justement, vous qui êtes batteur, compositeur, j'ai bien entendu également auteur, interprète, quand on fait une école, justement, de musique en 2 ans au lieu de 7 années, est-ce qu'on arrive à imposer son style d'entrée de jeu? Est-ce que, parce que la batterie, effectivement, c'est, faut le dire, hein, pas évident d'en avoir une à la maison, à moins d'être peut-être dans un espace, allez, assez retiré ou une maison bien isolée, j'en passe pour les voisins. Comment Ouais. avez-vous fait dans cette école de musique pour dire et exprimer justement ce talent en fait que vous avez pour la batterie? C'est pas si simple tous les jours. Bah, en fait, alors j'avais la chance d'avoir une maison où je pouvais pratiquer ma batterie. Et le truc, c'est que très tôt, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont dit comment fallait faire et ce qu'il fallait faire, dans quelle direction fallait aller. D'accord. Je salue d'ailleurs un peu mon tonton de la musique, qui s'appelle François Constantin, qui est un percussionniste incroyable, notamment percussionniste de Johnny Hallyday à l'époque, dans les années 90, qui est encore aujourd'hui depuis 89 le percussionniste de Véronique Sanson. Enfin, c'est vraiment un très très grand musicien qui m'a beaucoup appris et qui m'a engueulé à chaque fois que je faisais un truc mauvais et qui m'a félicité à chaque fois que je faisais un truc bien. Donc c'est pour ça que du coup j'ai eu la chance d'être très très bien pris en main. D'accord. Donc c'est pour ça que du coup j'étais très régulier dans mon instrument, j'essayais de le travailler au maximum. Euh,
Et voilà, si c'était ça votre question. En tout cas, Tout à fait, absolument. Parce que c'est rajouté par la suite la guitare également, je crois, j'ai vu dans votre bio, dans ce que j'ai pu trouver, vous jouez donc de la guitare également. Si vous ouais, devez justement, allez, c'est un peu osé, mais faire un choix, vous partez sur une île, un instrument justement, qui sera bien évidemment protégé de l'humidité, je vous rassure, hein, notamment pour les cordes, le bois, pour jouer au ouais. violon justement, donc j'entends. Vous prenez quel instrument justement pour ce voyage sans retour? Allez, au culot. Alors, tout de suite, je prends la batterie, les percussions. En fait, tout simplement parce que les percussions, c'est quand même le premier instrument que l'homme a créé. Et D'accord. que instinctivement, c'est une chose que tout le monde peut faire. C'est tout simple. Dans la rue, vous marchez, vous faites ça. C'est des percussions. Il y a des percussions. On enregistre des percussions comme ça, des claps. Les gens, quand on les fait clapper dans le public, ils font des percussions. En fait, l'autre, c'est le côté choriste, mais vraiment le truc de base, c'est les percussions. Donc du coup, c'est instinctivement, c'est mon côté animal qui parle. Enfin, en tout cas, mon côté préhistorique, ce serait la batterie immédiatement. Donc la batterie, voilà, pour un road trip entre guillemets sur une île déserte, voilà, Voilà. plutôt l'île déserte que le road trip. La Ouais. batterie pour la résonance, le bruit, pour l'âme aussi peut-être. On dit souvent que la batterie c'est comme une âme, c'est comme un cœur qui vous parlez de rythme, En justement fait, ça. la batterie dans un groupe, dans un quartet, dans un trio ou quoi, ce qui est, enfin, comment vous dire, c'est vraiment la colonne vertébrale du groupe. C'est vraiment, et c'est ça qui m'a plu dans cet instrument, c'est qu'en fait, les musiciens autour doivent pouvoir avoir une confiance aveugle au batteur, de pouvoir faire vraiment une confiance totale pour pouvoir se reposer dessus et exprimer comment dire, leur art de leur côté, mais qui savent que derrière ça joue et que ça trace et que ça bougera pas et que ce sera top. S'il y a pas ça, tout est bancal la plupart du temps. Tout est bancal parce qu'un batteur, sans qu'il soit forcément métronomique, c'est vraiment je sais pas comment vous dire parce que j'en parle avec un peu émotion parce que je trouve que c'est vraiment un très bel instrument. Ouais, c'est l'âme, c'est vraiment c'est vraiment une colonne vertébrale, ça permet de tenir la baraque. Je suis entièrement d'accord avec vous, je vous écoutais religieusement. Est-ce que vous diriez que la batterie, votre batterie aujourd'hui est un peu une extension de vous, quelque part, qui s'est réincarnée, qui vous incarne en fait, qui est là? Ah, totalement, parce qu'en fait, la batterie, je ne la joue pas que derrière une batterie, je la joue partout. Mais vraiment, si vous me voyez au quotidien, ma chérie qui est dans la pièce d'à côté n'en peut plus, puisque du coup, je tape partout. Instinctivement, je tape partout. Donc au final, je m'exprime. Et quand je suis derrière une batterie, je suis pas du tout le même. Euh, comme je vous disais, je vis les concerts comme si c'était les derniers, comme si vraiment à chaque fois c'est le dernier. Il y a des concerts que j'aime moins que d'autres, pardon. Mais ça c'est parce que c'est une question de feeling et de ressenti, etc. Mais en fait, quoi qu'il arrive, derrière une batterie, je suis pas le même. Donc du coup, effectivement, ça exprime une partie de moi qui est enfouie et qui est très agréable. Je vous cache pas que moi, je suis très content d'être ce que je suis derrière une batterie. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. C'est vital. Ça fait du bien à entendre parce que vous partagez quelque chose de très intime, je trouve, puisqu'on dit souvent, une pensée pour ma grand-mère qui était sociologue, qui m'a toujours dit, quand on est artiste, pour certains, on est souvent seul au sommet, peut-être de son art ou autre, car il faut être compris. Et on ne l'est pas toujours, justement. On voit qu'il y a un public pour tout, on voit qu'il y a une cible, on voit qu'il y a des univers qui se confondent, voilà, on essaie de se démarquer, mais on n'y arrive pas toujours. Je crois qu'il faut garder cette singularité, justement. Je dis souvent, nous sommes des entités qui créons notre espace et nous devons apprendre à vivre ensemble. Est-ce que on peut peut-être remonter dans le temps et vous demander quel a été votre premier concert? Quand je dis premier concert, celui pour lequel vous vous êtes dit oh, j'ai reçu un peu de sous pour ce que j'ai joué, mais c'est impressionnant. On me propose de mais c'est pas possible. Et ce que ça vous a provoqué justement d'avoir un premier cachet, si je puis dire? Alors, alors, au risque de paraître un peu démago ou quoi, avant tout, mon premier cachet, c'est les gens, c'est les sourires. Alors, ça peut paraître bateau, Non, mais au mais contraire. Au voilà, contraire. c'est avant tout, c'est le fait de pouvoir qu'il y ait 3 personnes ou qu'il y ait 5000 personnes, c'est exactement la même chose. Les sourires sont les mêmes, les regards sont les mêmes. C'était pas un Et j'ai eu piège.
C'était pas un Non, piège la question, je précise. Hein. Donc, non, non, bravo. bien sûr, bien sûr, Donc, du bien sûr. coup, Mais c'est respect. vraiment très, très sincère. Euh, Nombre de fois encore aujourd'hui que je fais des concerts gratuits parce que c'est pas les sous l'important. Avant tout, c'est quand même une passion et un mode de vie. Mais par contre, la première fois que j'ai reçu des sous, alors je vais être honnête, je m'en souviens pas très bien, mais je sais que ça devait être début du lycée, peut-être même à la fin du collège. Vous voyez. Et là, on se dit quoi? On se dit, bon, ok, c'est une passion. J'aime la batterie, j'aime la guitare, je chante, je compose. Mais en plus, on me dit, cher monsieur, vous êtes invité à tel gala, à tel concert et autres, voilà votre cachet. Est-ce que ça ne crée pas justement une sorte de confusion? Est-ce qu'on ne se dit pas, vais-je faire ça pour ça? Non, mais moi, en fait, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Vous savez, c'est cette fameuse phrase, faire sans rien attendre en retour. On est comment dans la tête à ce moment-là? Alors moi, je me suis toujours positionné comme quelqu'un de très chanceux. À partir du moment où on me propose de jouer de mon instrument et de me payer pour ça, j'ai une chance parce que certes la batterie, enfin la musique est un métier. Attention, ça c'est sûr qu'il faut pas l'oublier. C'est un métier, mais il y a beaucoup de gens qui sont payés à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Euh, je vois que ma maman, par exemple, a hâte d'être à la retraite parce qu'elle a travaillé toute sa vie dans ce qu'elle fait et c'est pas un métier qui la passionne. Dans la tête des gens, souvent, musique, ça rime avec saltimbanque, ça rime avec euh, jouer que pour le plaisir. Mais souvent, les gens oublient que avant, il y a eu des études de musique de fait, de l'investissement dans son instrument, de l'investissement personnel, beaucoup d'heures passées à travailler son instrument. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Mais en gros, tout de suite, je me suis dit, je suis un chanceux, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je casse les prix et que je sois comment dire que je me sous-estime entre guillemets ou que je me sous-évalue parce que du coup ça pourrait décrédibiliser tout le métier entier en fait. Il y a un joli message qui vient d'arriver justement de Chloé qui dit il ne se rappelle pas de son premier cachet car pour lui il n'y a probablement aucune différence entre les fois où il a joué bénévolement et pour un cachet. Cher Chloé, c'est exactement ce que vient pardon, de partager Max. Et c'est très touchant justement parce que vous le dites avec vos mots, vous le faites pour le public et vous n'oubliez pas que c'est pour le public que vous jouez quelque part et le public vous le rend. Et Ouais, quand on ouais, ouais, joue ouais. face à un public justement qui à la fin vous applaudit, qui crie, qui vous encourage, parfois peut-être criera votre nom ou pas, mais peu importe, cette énergie justement, est-ce que vous pourriez mettre des mots sur cette énergie parce que je dis cela, je vais être un peu plus précis, quand on voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux certains artistes, vous savez, qui se retournent comme ça, ils mettent la caméra et on voit cette foule, je me dis, oh, et on se projette, l'empathie c'est 2 secondes, je me dis, mais mets-toi à sa place, mais comment tu fais, comment tu gères ça? Alors vous, Max, ça fait quoi cette énergie qui arrive d'un coup? Alors, juste avant de vous répondre, je vais juste saluer Chloé, qui est justement qui est aussi d'ailleurs une musicienne que j'embrasse très fort, qui m'est d'un grand soutien. Il y a aussi Justine, Célia, qui sont sur le live, qui me suivent énormément, qui sont d'un grand renfort et qui sont des fans incroyables. Voilà, je les embrasse très fort au passage. Bonjour à toutes ces personnes, avec grand plaisir. Alors, donc l'énergie, en fait, euh, elle est impossible à canaliser déjà, vraiment. Enfin, en tout cas pour ma part. Moi, je sais que donc les derniers plateaux que j'ai faits au concert avec donc Charlie Boisseau, qui est un artiste que j'accompagne, Oui. euh, en fait, c'est assez impressionnant parce que je me souviens d'un concert qu'on a fait et pourtant c'était il y a un moment, c'était en août dernier, concert en première partie de Amir, le chanteur. Et en fait, on a ressenti tous les deux un truc. C'était, je pense, le meilleur concert que je n'ai jamais fait de ma vie. Pourtant, on n'a pas joué longtemps. On a joué, je crois, trois quarts d'heure en première partie. Souvent, quand on fait des premières parties, on n'est pas forcément bien accueilli, ou alors, enfin là, en l'occurrence, on était bien accueilli, mais on n'est pas forcément, euh, comment dire, enfin dans une, on n'est pas forcément à notre aise dès le début. Oui. Et en fait, l'engouement des gens, les sourires, encore une fois, cette petite étincelle qu'on voit dans les yeux des gens, ça paraît bateau ce que je dis, mais c'est vraiment vrai. Il y a une magie qui se crée quand on est sur scène. Euh, En fait, je crois que j'ai dû probablement peut-être pleurer, même à ce moment-là, je me souviens plus très bien, mais j'ai ressenti un truc, vraiment des larmes, là, rien que vous en parler, ça monte. Mais c'était puissant. Il y avait, je crois, je sais plus, peut-être 5000 personnes, je crois.
Wow. Et c'était impressionnant parce que tous ces gens qui regardent dans la même direction, qui pensent à la même chose, qu'ils aiment ou pas le show, c'est la même chose dans tous les cas. En fait, ils regardent, ils écoutent et avoir un public comme ça, c'est fantastique parce que nous, moi qui me mets au service des artistes, au final, c'est eux qui me rendent service en me faisant vivre des choses comme ça parce que c'est l'énergie qu'on ressent, elle n'est pas descriptible tant qu'on la vit pas. Écoutez, c'est bien dit ça. Elle n'est pas descriptible tant que l'on ne la vit pas. Et il y a Justine qui rajoute, je me permets de vous tutoyer par cette phrase, hein, c'est toi qui es incroyable avec un cœur. Voilà, déclaration. Merci à Justine que vous venez de saluer. Merci Justement, mon beaucoup. cher Max, on va rester sur ces bonnes énergies, tout cet amour que vous donne le public, justement. Quand un concert, un gala ou autre se termine, quand vous venez de jouer, quand vous rentrez chez vous, que vous retrouvez justement votre épouse, les personnes qui vous connaissent, qui vous aiment pour ce que vous êtes et pas ce que vous faites, justement. Cette énergie de la scène qui reste, j'imagine, le temps du trajet, on y pense, ça ne part pas comme ça. Vous êtes dans quel état d'esprit, justement, en rentrant à la maison? Parce que vous l'avez décrit, c'est indescriptible, mais est-ce que ça reste encore des jours et des jours? Est-ce que c'est un manque qui s'installe? Est-ce qu'on se dit non, je ne quitte pas la scène, je ne rentrerai pas ce soir? Vous disiez d'ailleurs, vous jouez une pensée pour Dalida, mourir sur scène. Hein, je voudrais Ouais. mourir sur scène. Voilà, jeu de mots, permettez. Mais quand Allez-y. vous rentrez chez vous, est-ce que vous partagez un peu de ça avec votre épouse? Est-ce qu'elle vous accompagne en tournée? Livrez-nous un peu de ça. J'aimerais savoir comment vous gérez ce surplus d'émotions. Alors, c'est vrai que, en fait, c'est très bizarre, mais tout dépend des jours de la semaine. C'est très bizarre, hein, mais D'accord. si je fais un concert le samedi soir, vous pouvez être sûr que le dimanche soir, je suis en pleurs. Parce que ce que j'ai vécu la veille, c'est extraordinaire, et que le dimanche soir, c'est bizarre, mais tout est fermé. Les restaurants en général sont fermés, tous les lieux de culture sont un peu fermés, et du coup, moi j'aime beaucoup. Alors à la limite, j'aime beaucoup faire un concert le vendredi soir parce que le samedi, je sais que du coup, bah c'est samedi, on peut sortir, on peut faire les fous, ou alors des concerts en semaine. Je trouve ça incroyable aussi parce que j'ai pas le temps de pleurer. Le dimanche, il y a rien, il y a pas de musique, il y a pas de magie, donc le dimanche c'est vraiment le pire jour de la semaine. Donc c'est pour ça qu'en fait, vraiment ça dépend des jours. Après, quand je rentre de concert, donc faut savoir que ma compagne m'accompagne pas souvent en concert parce que c'est souvent loin ou ce genre de choses. Mais c'est pas l'envie qui lui manque. Hein. Mais j'ai la chance d'avoir une conjointe extraordinaire qui m'est d'un grand soutien surtout dans les mauvais moments et qui dans les bons moments justement où j'ai un peu trop d'extasie me dit attends calme-toi, là t'es à la maison, c'est fait. Ou alors que je suis pressé d'être à un concert. Attends, profite de maintenant. Là, on est ensemble, tout ça. Donc, elle me remet un petit peu les pieds sur terre. Elle m'empêche d'avoir ce qu'on appelle communément la grosse tête. Joli. Voilà. Merci, madame. Voilà, on salue madame, très important par rapport à ça. C'est très important, je pense qu'elle vous permet justement de garder, comme on dit, les pieds sur terre, d'être Ouais. ancré justement dans le sol et d'être stable, puisque souvent, enfin on le voit, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans certains médias, ça peut vite monter à la tête, sans Ouais. aucun jugement de ma part, sans aucune critique, parce Bien que sûr, bien sûr, bien sûr. comme on dit, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Et je Mhm. dis Bien souvent sûr. que voilà, chacun fait avec les moyens qu'il a, son vécu, ses traditions, sa culture, son éducation. Mais c'est vrai que ça peut vite monter à la tête et merci de le rappeler justement. Par rapport à cette prise de recul que vous nous exprimez justement sur le métier, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui est aujourd'hui addictif, dont vous ne pourriez vous passer, ou est-ce que vous vous accordez des moments de break, vous vous imposez à certains moments de l'année de breaker? Certains chanteurs, puisque moi c'est un peu le monde classique que j'affectionne tant, donc c'est vrai que je sors de ma zone de confort en ayant été à votre rencontre et ça me fait du bien. Et est-ce que justement on arrive à s'y retrouver au final dans tout ça? Alors, moi, justement, je ne supporte pas les moments où je n'ai rien à faire. Déjà, ils sont rares, sachez-le, mais j'en profite pas vraiment. J'en profite quand je suis, par exemple, je ne prends jamais de vacances. Ou alors les vacances que je prends, ça doit être grand maximum une semaine dans l'année. Ok. Mais je ne pars pas en vacances parce que je suis toujours à l'affût de ce qui peut se passer. On- Mon téléphone peut très bien sonner. Et je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs là-dessus. C'est que mon téléphone peut très bien sonner et
et comment dire, et du coup, on me dit, bon bah voilà, il faut que tu viennes pour 4 dates demain, t'as tout le répertoire à apprendre en une nuit, il faut que tu te dépêches. Voilà. Et en fait, l'anecdote, c'est que pourquoi je laisse mon téléphone toujours à fond. Toujours la sonnerie à fond. Parce que quand j'étais justement à l'école de musique, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Louis Aubert, Oh, qui m'a donné monsieur Jean-Louis Aubert. voilà, monsieur Jean-Louis Aubert, qui m'a donné énormément de conseils sur la musique. Euh, et je lui ai laissé mon numéro et je lui ai dit, bah voilà, au culot, hein, j'étais un petit ado avec une mèche à la Hervé Villard, comme ça. Et je lui ai dit, voilà, si un jour vous avez besoin d'un batteur, bah moi je serai honoré. Et donc je lui ai laissé mon numéro et jamais, du coup, je n'ai laissé mon téléphone dans un coin par peur que ce jour-là, justement, comme par hasard, il m'appelle et que Wow. du coup, je ne décroche pas. Wow. Voilà. Ça, c'est beau, c'est très beau, c'est très touchant parce qu'on sent qu'il y a à la fois de l'humilité, du respect et encore une fois, monsieur Jean-Louis Aubert, voilà, j'ai dit monsieur parce que pour moi c'est un grand monsieur justement de la chanson, Oui. mais quelque part aussi vous avez voulu croire en quelque chose. Il y avait aussi, on dit souvent en fait pour faire court, enfant, on rêve sa vie et adulte, on est censé vivre ses rêves. Et là, quelque part, vous vous êtes dit, j'ai pas encore envie de rêver une nouvelle fois. Soyons factuels. Voilà un bout de papier. Cher monsieur, voilà mon numéro. À bon entendeur, voilà. Et est-ce qu'il vous a appelé justement à un moment, j'imagine, pour pouvoir donc jouer à ses côtés? Jamais. Mais bon, en même Ok. temps, Bon. chose que je comprends, puisque du coup, j'ai eu l'occasion de les recroiser plusieurs fois, hein, l'équipe de Jean-Louis Aubert. Donc c'était pas trop un souci en somme, puisque du coup, il était avec toujours son batteur de toujours, en fait, qui est Richard Kolinka, Oui. qui lui aussi a eu beaucoup de précieux conseils pour moi, qui m'a dispensé vraiment de conseils qui m'ont beaucoup aidé au cours de ma carrière. Euh, et au final, des fois, je le recroise en tournée ou sur des plateaux ou des trucs comme ça, et on se reparle, on se souvient, et pour moi, ça c'est le plus beau cadeau à la limite. Je préfère pas qu'il m'appelle pour du travail, je préfère qu'il m'appelle pour me raconter, pour me dire bah voilà, j'ai ça à te raconter, j'ai ça. Et en fait, écouter ces gens-là, c'est un peu comment vous dire, c'est un peu comme si euh, c'est un peu comme un apprenti cuisinier qui rencontre d'un coup Philippe Etchebest, dont je Oui. suis très fan d'ailleurs, qui rencontre Philippe Etchebest. Ce qu'il va faire, il va pas demander à Philippe Etchebest de lui donner du travail, il va lui demander des conseils, il va lui demander, mais alors du coup, qu'est-ce que ça fait de faire à manger pour telle personne? Comment tu fais, comment tu prépares cette sauce, par exemple? Je Oui. compare beaucoup la musique à la cuisine parce que je suis très fan de cuisine et pour moi, c'est un peu semblable ce qui se passe dedans. D'accord. Et comment Voilà. dans justement, dans cette similitude par rapport à la cuisine, j'ai bien compris Monsieur Etchebest, pour lequel j'ai un profond respect également parce que j'adore, entre autres, l'émission Cauchemar en cuisine, mais ce n'est pas que ça, c'est tellement de choses. Voilà, Philippe Oui. Etchebest, entre guillemets. Vous avez eu l'occasion, je crois également, d'être batteur pour la chanteuse Oshi, justement, Oui. dont on parle assez régulièrement sur la dernière année qui s'est écoulée, comme une grande révélation. Euh, je ne vais pas vous mentir, Max, j'ai découvert cette chanteuse il y a peut-être un trimestre, pas plus. Euh, D'accord. Parce que je ne suis pas souvent devant la télé, peut-être une série, voilà, je me vends, Walking Dead, voilà, ça vous savez tout. Je Mais, suis en plein dedans. J'ai encore eh bien regardé les voilà, épisodes tout à l'heure. eh bien, je ne vais pas spolier, vous verrez, c'est du lourd, voilà, du très lourd. Ok. Je ne sais pas quelle est votre saison, mais moi Là, j'attends j'en la saison. suis. Il me reste 2 épisodes avant la fin de la dernière saison. Ok, je dis juste, Rick, c'est le meilleur. Bon, ça c'est Oh fait. mon Dieu. Ça c'est fait. Mais justement, comment avez-vous rencontré cette charmante artiste justement qui est là, je l'appelle Mademoiselle Oshi, entre guillemets, et cette rencontre, et qu'est-ce que ça vous a apporté justement en plus? Je parle d'énergie, encore une fois, hein, parce qu'on peut s'apporter tellement de choses, mais je dis souvent la rencontre entre artistes, ce sont des énergies justement qui vont opérer à un moment pour livrer un message. En communication, on dit émetteur, récepteur, feedback. Le public, il faut qu'il y ait un feedback. Comment ça se passe entre vous deux, justement? Enfin, quand vous avez pu jouer pour elle, justement. Alors, donc c'était il faut que je m'en souvienne, je crois que c'était en 2014. C'est bien. Donc, je décide, en fait, je la vois sur l'émission Rising Star et je trouve qu'elle a un talent, mais énorme. Oui. Et dès le lendemain, je crois, ou peut-être quelques jours après, je décide de l'appeler.
je sais plus comment j'avais son numéro, mais je décide de l'appeler. Je lui dis voilà, je sais pas ce que je peux faire pour toi, je ne sais pas comment je vais le faire, mais j'ai envie de travailler pour toi. Et puis au final, au début, je lui calais des dates. Je lui disais bah écoute là, tu peux faire un concert ici, etc. Puis après, je lui dis bah tu sais que je suis percussionniste, enfin batteur percussionniste, donc si tu veux, je peux jouer avec toi. Donc elle a dit oui carrément. Et puis du coup après, elle a rencontré les bonnes personnes, etc. Puis on a fait 1 an et demi oui, je crois que c'est ça, un an, ouais, 1 an et demi ou peut-être un an, je sais plus, de plateaux, de concerts, j'ai commencé du coup sur sa dernière tournée et, euh, et voilà quoi. Enfin, ça s'est fait. J'ai fait les plus beaux plateaux, c'était avec Oshi parce que c'était vraiment des choses inédites. Jouer devant 50 000 personnes, vraiment 50 000 personnes, c'est une chose qui arrive très peu de fois dans une vie. À moins de s'appeler effectivement Mick Jagger, mais pour le coup, j'avais, je crois, à ce moment-là, c'était en 2017, donc ouais, je me souviens plus quel âge j'avais, mais je devais avoir 24 ans peut-être, et à vivre ça à 24 ans, c'est juste fou. Je le souhaite vraiment à tout le monde, tous les passionnés de musique, je leur souhaite, tous les passionnés d'énergie, comme vous dites justement, Oui. puisque je suis aussi beaucoup là-dedans. En fait, tous les passionnés de bonnes énergies, de good vibes, je leur souhaite à tous de vivre quelque chose comme ça parce que ça apporte tellement plus que des contacts. Ça apporte tellement plus que ça. Ça apporte des frissons, des larmes, de la joie, de la peine. Ça apporte beaucoup de choses et beaucoup de choses qui font avancer dans la vie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je dis souvent que le positif amène le positif, justement, et Non, qu'il faut fédérer les bonnes énergies, les bonnes personnes. Savoir dire totalement. non aussi. Non, c'est pas évident, mais il faut parfois aussi dire non pour pouvoir avancer, faire un bond. J'aimerais vous lire un message de Cynthia, que je remercie également pour ses mots, qui a eu une délicate attention à mon égard tout à l'heure. Je vous remercie. Sachez que j'ai plaisir à faire cette interview car j'ai un invité pour moi, en tous les cas de marque, dans la personne de Max Rebo, qui Merci. m'apporte de son temps et je vous dis merci. Le message Avec est le plaisir. suivant. Ne prends pas la grosse tête, sinon tu ne pourras plus mettre tes belles casquettes. Voilà, Ah c'est oui, le message du patient. Apparemment, un c'est vrai. fan de casquettes. Ouais, ah ouais, moi, les casquettes, les chapeaux, je suis hyper féru. Les chapeaux, les bagues, les bijoux, les trucs, les colliers, C'est fou, j'ai envie de dire un vrai rocker, quoi. Vous me faites penser au rocker, country, dans le style, le genre, mais qui arrive à se renouveler, se réinventer. Ça, c'est bon, justement. Ça fait du bien. Oui, en fait, j'ai un look de rocker, mais je peux très bien avoir ce look-là et écouter du Whitney Houston. Et à fond, Oh, voilà, bravo. par Attention. exemple. Là, on a dit Whitney Houston. Je suis le number one fan international universe, ce que vous voulez, whatever, la planète Pluton, de Whitney Elizabeth Houston. I'm just saying. Voilà, on va passer à autre chose. Mon cher Max. Du coup, j'aimerais parler justement sur cette dernière partie, ce dernier quart d'heure justement, avec cette photo justement d'une aventure un jour dans TPMP avec un certain Cyril Hanouna. Pour être précis, la Grande Darka. Voilà, pour être encore plus précis. Comment s'est fait cette rencontre justement? Un rendez-vous presque inattendu quelque part, d'être à la table justement des invités, mais chroniqueur en plus, d'avoir un avis à donner. En fait, c'est encore un cadeau de la vie. Vous voyez, c'est encore quelque chose juste avant de répondre, j'ai envie de dire un truc, c'est que, encore une fois, j'ai l'impression de dire des trucs bateaux, mais c'est vrai. Quand on dit croyez en vos rêves, croyez vraiment en vos rêves, j'ai réussi à en réaliser deux. Le premier, être musicien, le deuxième, être chroniqueur pour Cyril Hanouna. Je suis un fan complet de Cyril Hanouna, quoi qu'on puisse en dire. Pour moi, Cyril, c'est justement un modèle de réussite incroyable. Et en fait, comment j'ai réussi à devenir chroniqueur? Donc, comme vous le savez, en étant musicien, on fait souvent des télés ou des Oui. radios, etc. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de télé. Je suis passionné maintenant de télé, de télévision. Et en fait, je n'avais jamais assisté à une émission de télé auparavant. Donc, ma chérie Léa nous propose de nous inscrire à un truc de Cyril. Donc, j'ai dit, OK, très bien, bah, ce sera la première fois que j'y irai. Donc, ça me fera plaisir de voir comment se passe un tournage d'une émission comme ça. Et en fait, bah, Cyril dit bon bah on voudrait quelqu'un dans le public pour venir jouer avec nous au jeu du loup-garou pour les chroniqueurs pour faire gagner un voyage pour faire gagner un voyage à tout le public. Et là il voit ma tête et il dit bon et Chiran viens. Et
Voilà. C'est bon ça, excellent. Excellent. Voilà. Bon, de toute façon, ça des Sheeran, j'en ai mangé. Hein. Oui, Euh, voilà. et en fait, donc je descends. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, du coup, je me dis, mais je suis musicien. Qu'est-ce que je fais là? Faut pas que je fasse un truc comme ça. Et en fait, du coup, bah, tout se passe bien. Et donc Cyril me demande si je suis accompagné. Donc je lui dis oui. Il y a ma chérie dans le public qui s'appelle Léa. Et là, Laurent Baffy, qui est chroniqueur, dit c'est pas la même que la semaine dernière. Oh, et là, Et, c'est le et là, drame. du coup, je lui rétorque non, ta femme était pas dispo. Oh purée, Voilà. Et du coup, là, tout de suite, sens de tout la le monde s'est répartie. marré. Voilà. Et là, à ce moment-là, je sais pas comment vous dire, hein, et pourtant j'étais sûr de rien, mais à ce moment-là, je me suis dit, je crois que je tiens peut-être un truc. Et à mon avis, on va me demander mon numéro à la fin pour me rappeler ou quoi aux caisses. Du coup, de vanne en vanne, Cyril me dit, bah, reste avec nous autour de la table. Je suis resté. Et puis, au final, il m'a rappelé la semaine d'après, puis la semaine d'après. Puis, à un moment donné, l'équipe m'a appelé pour me dire, bon, bah, voilà, Cyril te veut comme chroniqueur dans son émission. J'ai pleuré. J'ai bu beaucoup d'alcool pour fêter ça, vraiment à boire avec modération, hein, je précise à tout le monde, mais pour fêter ça, bien entendu, j'ai fait une très grosse fête Oui. avec ma mère et ma chérie, et puis surtout pour me rendre compte vraiment si c'était vrai, quoi. Et oui, c'était vrai, et on m'a appelé, et je sais pas comment vous dire ce que c'était. Mon premier jour, j'avais tellement préparé qu'en fait, je regardais en fait autour de moi, personne n'avait rien préparé. Les autres chroniqueurs, moi j'avais mon petit calepin avec tout Oui, marqué, les invités, les trucs, les machins. On studieux. recevait le guitariste de Johnny d'ailleurs à ce moment-là. Enfin, c'était un moment incroyable. Alors pour mon premier jour en tant que chroniqueur officiel, en revanche, c'était moins drôle parce que c'était quand même à l'époque du Chocolat Gate et je me suis pris du chocolat Oh, en pleine tête. j'ai vu Mais cette bon, séquence sur YouTube. Vous pouvez taper d'ailleurs la grande Darka Max Rebo. Vous verrez, il y a une séquence où le chocolat, mais tout le monde qui crie, c'était juste. Et Cyril qui se marre, normal, quoi. Tout va bien. forcément, forcément. Bon, bah, je vais le regarder alors parce que je l'ai pas eu l'occasion de la revoir. Mais Ah, il j'ai paraît vu que cette c'était pas mal. séquence. Je vais vous l'envoyer d'ailleurs. Je crois l'avoir capturée. J'ai Ah bah hésité avec entre la plaisir. séquence que j'ai mis de vous, vous savez, où il joue un peu avec vous, et Oui, vous lui dites d'ailleurs, mais quel culot, j'ai aimé. Ben oui, il faudra passer me voir à la fin de l'émission justement pour savoir ce que c'est que le style ou je ne sais quoi en ouais, fait. c'est vrai. Et là, comme j'ai rigolé, je me suis dit, David, tu as rigolé, donc c'est cette séquence que tu dois mettre. Voilà, que ce soit un moment sincère quand nous allions justement en parler, et chapeau justement. Est-ce que vous pouvez, en 30 secondes max, justement, nous donner, peut-être nous présenter à celles et ceux qui peut-être n'ont pas encore eu l'occasion, faut le dire, de voir TPMP ou la Grande Darka. Qu'est-ce que la Grande Darka? Le concept, le pitch. Alors la Grande Darka, en fait, c'est techniquement tout simplement en fait une émission où on est une bande de chroniqueurs et on est là pour rigoler. C'est une grande rigolade en fait. On passe des images qu'on a adoré voir, des inconnus, des nuls ou ce genre de trucs. On se marre. On a un invité en général qui fait l'actualité ou ça peut être par exemple, je sais pas, Cyril Ferraud, Jean-Marie Bigard, peu importe. Et en fait, autour de cet invité, l'émission se crée. On repasse ses meilleures images en télé, les plus darka, donc les plus drôles. Et voilà. Et puis on essaye de vanner, on essaye de se marrer. En fait, on passe un bon moment. En fait, on a vraiment l'impression. En fait, on tournait 3 heures d'émission, ils en gardaient 2, puisque ce n'était pas en direct. Et vraiment, les 3 heures d'émission étaient nécessaires parce qu'on dit tellement de choses, on se marre tellement. Il y a eu des séquences, mais c'est un truc de fou. Il y a eu des séquences, mais tellement drôles. Mais je m'en souviens, je pleurais de rire sur le plateau. Donc les maquilleuses, je les embêtais un peu parce qu'à chaque fois, elles devaient revenir me maquiller ou les autres chroniqueurs aussi. Enfin, c'était incroyable et j'ai passé un moment, j'ai passé un moment tellement génial en tant que chroniqueur. C'est un truc de fou. Vraiment, Moi, je vous dis bravo parce que vous nous avez rappelé quelque chose, c'est qu'il faut croire en ses rêves et c'est très important. C'est quelque chose c'est très très auquel je important. m'attache et je dis souvent que vous et moi qui avons, comment dirais-je, peut-être entamé une carrière, un parcours, avons eu nos échecs, nos réussites, ben, nous devons justement transmettre ces échecs et ces réussites pour dire, regardez,
c'est possible, je suis tombé, je me suis relevé. Là, ça a marché, mais ça n'a pas duré longtemps, voyez-vous. Se remettre en question, se renouveler, se réinventer, travailler en remédiation. Tellement de formules, tellement de mots, il y a des livres pour ça. Mais au final, la transmission. Pour moi, je crois qu'on est là pour transmettre notre savoir. Et je vous dis merci pour ça. Juste avant, encore 2 points, puisqu'il nous reste encore, allez, 6 minutes à passer ensemble. Je me suis inquiété de quelque chose. Le 28 mars dernier, vous étiez à l'affiche de ce concert, mon cher Max. Est-ce Oui, qu'il c'est est vrai. reprogrammé? Puisqu'il n'a pas eu lieu, je crois, le 28 mars, la période de confinement a été donnée, entre guillemets. Qu'en est-il pour la suite? Car ça m'intéresse et j'aimerais venir vous voir en concert en payant ma place. Parce que je crois que quand on soutient quelqu'un, ben, on fait ce qu'il faut. Voilà, ça c'est ma vision, c'est mon éducation. Dites-moi plus sur ce concert. Alors, déjà, c'est très gentil d'en parler. Merci beaucoup. Avec Donc, plaisir. effectivement, il n'a pas eu lieu à cause du confinement, mais ce n'est que partie remise. Parce que du coup, effectivement, il va être reporté. Je n'ai pas de date pour l'instant, mais elle sera communiquée dès que ce sera officiel, dès que le lieu, je veux pas presser en fait le lieu, parce qu'ils ont vécu une période compliquée en fermant leur restaurant et du coup, enfin leur lieu, et du coup, je voudrais pas les brusquer. Mais cette date aura bel et bien lieu. Beaucoup de gens l'attendent. En fait, je suis impressionné parce que je ne suis personne. Je suis qu'un petit musicien accompagnateur et pourtant énormément de gens veulent venir me voir et ça me fait un bien fou de savoir que je suis soutenu comme ça vraiment. Et alors sachez que ce concert est gratuit. D'accord. Bon, alors avec des consommations évidemment obligatoires, mais en fait j'ai voulu le faire comme à l'ancienne, c'est-à-dire comme mes débuts et faire fonctionner au chapeau. Donc il y aura un chapeau en fait et les gens mettront ce qu'ils veulent. Très bien. J'allais dire, mettez quand même une boîte magique comme dans les Ouais. mariages, hein, vous savez, qu'on glisse une enveloppe, parce que bon, c'est toujours les frais de kilomètre. Enfin, l'essence, vous savez, voilà de quoi je Bien parle. sûr, bien sûr, bien sûr. Et rien n'est, en somme, dans la vie, rien n'est gratuit. Oui, Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, je voulais faire ça. Je voulais faire ça pour tout budget. Déjà, je voulais pas me dire, je vais mettre, même si je mettais la place à 5 euros, bah, des fois, ça peut freiner des gens. Parce que 5 euros, bah, ils se disent, oui. ouais, mais du coup, si on vient à 5 en famille, bah, ça fait quand même un prix. Ouais, mais peu importe. En fait, je préfère que, même s'ils donnent 1 euro, je m'en fiche. Tant que, tant qu'on passe un bon moment et que justement, dans la tête des gens, on est là pour se marrer parce que c'est pas qu'un spectacle, enfin c'est pas que de la musique, je vais vraiment parler justement de mon expérience musicale, mais aussi de mon expérience en tant que chroniqueur, tous les petits dessous tous les petits dessous que je peux raconter bien entendu, mais toutes les anecdotes de passage, enfin pourquoi je suis là, pourquoi j'étais dans cette émission, qui j'ai rencontré, etc. Et toutes les petites anecdotes drôles de coulisses, ce genre de trucs quoi. Mon cher Max, j'ai envie de vous dire quelque chose de très important qui me permet de rebondir. Vous avez dit à l'instant, je ne suis personne, parce que les gens se soucient de savoir quand aura lieu ce concert. Vous Ouais. êtes Max Rebo, une entité à part entière. Vous êtes un artiste, un compositeur, un batteur. Vous avez une âme, une belle âme. Ce ne sont que mes mots, mais j'ai le courage de mes opinions. Pourquoi? Vous avez démarré quand même dans une école de musique avec ce groupe. Voilà, c'est important, The Stalls. Une amitié. Elle n'est pas belle la vie? On parle d'énergie. Fédérer justement des gens positifs. Parce que j'ai dit, le positif attire le positif. Et vous avez dit, il y a moins de 5 minutes, croire en ses rêves. Et c'est ça justement que vous représentez, de croire en ses rêves. Never give up on your dreams, c'est ce qu'on dit en anglais justement. Oprah Winfrey a dit Dream big, rêvez grand les amis. Et à chaque interview, je rappelle, n'attendez pas que l'on vous dise que ce que vous faites est bien pour entamer quelque chose. À toutes et tous, entamez ce que vous avez envie d'entamer. Prenez un papier, un stylo, écrivez. Vous voulez chanter? Pas de bibobu, c'est pas grave. Allez-y, vous êtes chez vous. Vous voulez marcher? Marchez. Dansez? Dansez. Ne vous limitez pas, parce que Max, c'est ce que vous représentez justement. On ne se limite pas. On se renouvelle, on se réinvente. Et je vous dis merci. Et le mot de la fin est Ouais. pour vous. Mais c'est surtout merci à vous pour vos mots qui ont été incroyables tout au long de cette interview. Merci de vous être intéressé à moi. Et je me permets aussi de vous dire que vos interviews sont de grande qualité. Parce que du coup, j'ai vu effectivement les interviews de Fauzi, qui est un ami, et, Oh, euh, et de Magloire, qui est aussi un ami que j'ai rencontré sur la Grande Arcade, justement. Et, euh, et je trouve que vous faites un travail d'une extrême qualité et encore, et d'ailleurs ce sont vos mots, avec respect et bienveillance. Et je trouve ça oui, très très beau. Bravo, très vraiment bravo. important. Ce sont des mots aujourd'hui qui sont un peu dans un phénomène de mode, respect, bienveillance, mais j'aimerais leur redonner du sens. On peut faire les choses avec respect et bienveillance, et je suis ravi de vous avoir reçu dans le respect et la bienveillance parce que, je me répète, vous êtes un artiste singulier,
vous aimez ce que vous faites, comme moi j'aime ce que je fais. Et je pense que ce qui m'a amené justement, alors qu'il reste 45 secondes, à créer cette petite page Instagram il y a 3 semaines, c'est simplement pour offrir une tribune à des hommes et des femmes qui ont un talent, quelque chose à dire et qui me touchent à un moment. Et pour dire à celui qui est assis dans son coin d'appartement, de studio ou de chambre studette avec ce live, qu'il se dise, allez, je me lève, je vais y aller parce que je peux le faire. Merci beaucoup, C'est Max parfait. Rebo. Merci à vous. Je vous remercie vraiment. Merci pour tous les petits commentaires que j'ai vus aussi. Merci mille fois. Et je vous Oui. embrasse tous très fort. Et merci, merci David William. Merci beaucoup. Si je peux diffuser quelque chose en story, je le ferai avec grand plaisir. Et prenez soin de vous et la santé à vous et vos proches et à tous ceux qui ont suivi ce live. La santé, ça va couper. À très bientôt, Max. À bientôt. Merci beaucoup.